20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi soir, mardi 22 octobre. On est toujours en live jusqu'à 21h, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport comme il se doit. Allez, nous accueillons pour la première fois l'invité de ce soir. Time Sport, The Special One, The Special One, The Special... Abgral avec nous, monsieur monsieur, j'allais dire journaliste, mais non, monsieur tennis, français qui est avec nous. Justement, un immense plaisir de vous avoir avec nous, vraiment, sincèrement, Fabrice, sur cette antenne de Beurre FM. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Justement, on va commencer cette interview avec une première question toute simple et assez un peu folklorique, c'est concernant monsieur Nadal. Il part, vraiment, c'est bon, ça y est, c'est la fin, son année terminée avec le tennis? Oui, malheureusement, c'est la fin, oui. Il va falloir s'y habituer, on ne verra plus Rafael Nadal sur le court. C'est dommage, il a débuté sa carrière en 2002 et il sera resté 22 ans au plus haut niveau et malheureusement son corps ne peut plus lui permettre aujourd'hui de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Alors il préfère se retirer sagement en pleine gloire parce que c'est vrai que même si depuis ces 2 dernières années il n'a pas remporté de titre majeur, il reste quand même un monument du tennis mondial et il faut qu'il parte. Il partira lors de la Coupe Davis, lors de la phase finale de la Coupe Davis à Malaga. Fin novembre, en espérant pour lui qu'il remporte une nouvelle Coupe Davis. Ce serait alors sa 5e Coupe Davis depuis le début de sa carrière. Il finira en apothéose, c'est ça. Allez, un mot avec des réactions, on en a pas mal en studio. Fabrice, avec Juan Trosset. Bonjour Fabrice, bien sûr j'ai parcouru le livre que vous venez de sortir avec François Thomasso. La première des choses, qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en préparant justement ce livre sur Rafael Nadal, au titre quand même provocateur, le plus grand de tous les temps? Ici même en studio, il y a d'autres consultants qui auraient dit autre chose, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez découvert déjà et pourquoi ce titre aussi provocateur est-il vraiment le plus grand de tous les temps? Alors, je n'ai pas à juger, c'est pas à moi de juger si c'est le plus grand de tous les temps. C'est à vous, c'est aux lecteurs. J'ai sorti aussi avec François Thomasso un Roger Federer et le sous-titre c'est le même. Le plus grand joueur de tous les temps. C'est-à-dire qu'on lance le débat et on fera évidemment Novak Djokovic et il aura le même sous-titre, le plus grand joueur de tous les temps. C'est très difficile de savoir qui est le plus grand joueur de tous les temps parce que c'est très subjectif, c'est une question de sensibilité. Il y a des fans de Nadal, il y a des fans de Federer, il y a des fans de Djokovic et quand on est fan de Nadal, on le considère comme le plus grand de tous les temps. On n'allait pas dire l'un des plus grands de tous les temps, non, c'est pas vrai parce que à plus d'un titre, et on peut le considérer comme le plus grand joueur de tous les temps, comme Novak Djokovic, parce que statistiquement, il a tout gagné. Donc on peut le considérer comme le plus grand. Et puis Roger Federer, par son aisance, par son élégance, par son côté aérien, on peut le considérer aussi comme le plus grand joueur de tous les temps, parce que Roger Federer, c'est le tennis véritablement incarné. Quant à Rafael Nadal, lui, c'est la combativité, c'est le guerrier ultime, celui qui se bat sur tous les points, celui qui ne lâchera jamais un match, qui n'a d'ailleurs jamais lâché un match. Donc voilà, maintenant, le débat est lancé. Reste à savoir maintenant qui est le plus grand joueur de tous les temps. Alors maintenant, ce que j'ai découvert, en fait, ce livre, comme avec Federer, en fait, on a voulu, avec François, récupérer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit sur Rafael Nadal. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les personnes qui ont évoqué son nom, qui ont parlé sur Rafael Nadal, eh bien, ils sont tous véritablement impressionnés par le personnage, alors par le joueur évidemment, parce que le joueur a remporté, rendez-vous compte, 92 titres, dont 22 titres du Grand Chelem, c'est énorme, dont 14 Roland-Garros, c'est monumental. Mais à côté de ça, il y a l'homme, il y a le joueur, évidemment, incroyable, mais il y a l'homme. Et c'est surtout ça qu'on découvre, c'est que c'est un homme incroyable. Alors on le connaît sur le court, on le connaît moins en dehors du court. Et croyez-moi que c'est un garçon extrêmement poli, bien élevé, bien éduqué, gentil, généreux, respectueux. Il a un fair-play incroyable et surtout une humilité phénoménale. Et c'est ça qui ressort de ce garçon. Et c'est pourtant pas forcément ce que l'on voit sur le court, parce que son tennis est extrêmement brutal, il est extrêmement violent. Eh bien, il est tout à fait ordinaire, j'allais dire, en dehors du court. Et c'est ça le plus impressionnant, et tous les témoignages que l'on a dans
dans ce livre le montre parfaitement bien. Moi, je voulais vous poser une question. Moi, je voulais vous poser une question. Là, vous parlez du sportif, mais en termes d'image, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui dégage au niveau par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, au niveau des positions, est-ce la sensibilité qu'il a par rapport à tout ce qui se passe, et est-ce qu'il a des positions comme certains sportifs de haut niveau qu'on eu et qui ont intervenu sur des situations par rapport à ce qui se passe dans le monde. J'espère que dans le bouquin, j'espère que dans votre bouquin, j'espère qu'il y aura un passage où on essaiera de vivre un peu, lire ces passages-là. Il se positionne toujours un petit peu quand on l'interroge, évidemment, sur des faits d'actualité. Il se positionne toujours un petit peu, pas de façon, pas forcément en profondeur, mais il se positionne toujours. Il a toujours un avis. Il a toujours un avis très sage. Rafael Nadal, il est plutôt dans le consensus. Il n'est pas dans la polémique, Rafael Nadal, jamais. Notamment sur le dopage. On se souvient qu'il avait notamment défendu Richard Gasquet quand Richard Gasquet avait été contrôlé positif à la cocaïne. D'ailleurs, il avait été blanchi, Richard Gasquet plus tard. Ouais. Mais Rafael Nadal avait été là et il l'avait défendu. Il l'avait défendu pourquoi ? Parce que c'est son ami, parce qu'il ne croyait pas un seul instant que Richard Gasquet avait pu se doper. Après, évidemment, il y a d'autres sujets d'actualité qui peuvent le toucher, le sensibiliser, mais Rafael Nadal n'est pas dans la polémique. Il est souvent dans le consensus, il essaie de comprendre, il expose souvent ce qu'il pense, et c'est toujours très intéressant et toujours très sage. Il est un peu dans l'image comme Zidane, alors. Ouais. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Ils sont très amis, tous les deux. Ils sont très amis. C'est vrai. Je sais, c'est pour ça que je vous parle de Zidane. Peut-être même qu'un jour, il deviendra président du Real. Peut-être, c'est vrai. Retenez bien ce que je vous dis. Ouais, c'est vrai, Fabrice. Justement, alors, on poursuit. Vous suivez le tennis depuis des années et des années pour Radio France, notamment. Comme disait Bilal, vous êtes la voix du tennis à Radio France. Et vous avez parlé tout à l'heure, justement, des joueurs, des Gasquet, des Federer, des Djokovic. On a tous en tête cette image de Nadal et Federer assis l'un à côté de l'autre pour les adieux justement de Federer. Les deux hommes pleuraient, ils s'étaient nés par la main. Deux enfants. Comment expliquer cette rivalité qui existait sur les cours entre les Djokovic, Federer et Nadal, et en même temps cette amitié? On a tous cette image d'il y a quelques jours, la vidéo où Djokovic a invité Nadal à danser avec lui. En fait, ce sont des rivaux et puis ce sont aussi des amis. Alors évidemment, il y a une rivalité sur le court et quand ils sont l'un en face de l'autre, évidemment, il n'y a pas d'amitié qui compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Roger Federer a véritablement révolutionné le tennis dans un premier temps, au début des années 2000. Et il était tout seul. Et il a commencé à tout gagner. Et puis est arrivé ce gamin, parce que c'était un gamin à l'époque, en 2005, c'est Rafael Nadal. Et Rafael Nadal, il a démoli Roger Federer. Et c'est vrai que Roger Federer a été marqué par l'arrivée de Rafael Nadal, comme le public aussi a été marqué. Et d'ailleurs, il a eu du mal à gagner le cœur du public, Rafael Nadal, parce que Roger Federer, il ne lui manquait qu'un seul titre, c'était Roland Garros. Mais malheureusement, sur sa route, il a toujours eu Rafael Nadal. Et d'ailleurs, il a disputé 4 finales à Roland Garros, Roger Federer, et à chaque fois, il a été battu, parfois même humilié par Rafael Nadal. Et ça agaçait le public, parce que les gens adorait véritablement Roger Federer. Et puis, finalement, Roger Federer a gagné Roland Garros en 2009 quand Rafael Nadal a été éliminé en 8e de finale. Et là, il y a eu un basculement. Ça s'est un petit peu renversé, en fait. Ça s'est un peu inversé, tout ça. Et en fait, les gens ont commencé à connaître véritablement Rafael Nadal. Ils se sont intéressés à lui. Et puis, ils l'ont vu gagner Roland Garros. Et puis, ils l'ont vu gagner pour en gagner 7, 8, 9, 10, 11. Et puis, après, on s'est dit, mais on est en train d'assister à un truc phénoménal, un truc de fou. Il est en train d'établir un record qui ne sera sûrement jamais battu à Roland Garros. Et c'est sûrement, aujourd'hui, avec 14 titres, le plus grand exploit de l'histoire du sport. Et là, tout sport confondu, rendez-vous compte, 14 Roland Garros. C'est-à-dire que Carlos Alcaraz, qui est le tenant du titre à Roland Garros, s'il veut battre le record de Rafael Nadal, eh bien, il faut qu'il gagne tous les ans jusqu'en 2040.
Ouais. C'est possible. C'est possible. Il est jeune, Carlos Alcaraz, c'est très jeune. Moi, mais j'avais une question. long. Moi, j'avais une question pour. Tous les ans. Tous les ans, ça c'est incroyable. C'est aussi possible. Fabrice, on a une. Bien sûr, c'est vraiment dingue. Et vous nous faites voyager. Vous avez parlé de Djokovic. Djokovic est arrivé. C'est vrai que Djokovic est arrivé. Il avait en face à lui ces deux monstres. Il les avait en cible, il les avait dans le viseur. Et ça l'a motivé, évidemment, pour essayer de les rejoindre et puis de les battre. Et c'est ce qu'il a parfaitement réussi à faire. Fabrice, on a avec Ryan aussi une réaction. Exactement. Bonsoir Fabrice. J'avais une question pour vous. Moi, j'ai entendu dire qu'apparemment Rafael Nadal n'avait pas pris la décision, en tout cas, il a pris sa décision de prendre sa retraite que cette année. Ce n'était pas prévu apparemment qu'il allait prendre sa retraite en 2024. Et moi, j'ai entendu dire qu'apparemment, il voulait aller jusqu'en 2025, voire faire le Roland Garros 2025. C'est vrai ou pas ? C'est peu probable. Sincèrement, c'est peu probable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est très vite aperçu en 2024, au début de la saison 2024. Il l'a même dit d'ailleurs. Il a dit que 2024 serait probablement sa dernière année. Il a dit probablement. C'est-à-dire qu'il se laissait quand même une ouverture pour éventuellement jouer en 2025. Et puis il s'est aperçu progressivement qu'il n'était plus au niveau, que physiquement son corps ne répondait plus et qu'il n'était plus capable de rivaliser. Il s'en est aperçu quand ? Il s'en est aperçu notamment à Roland Garros. Malheureusement, le tirage au sort lui a offert Alexander Zverev, qui a par ailleurs a été finaliste après. Et face à Alexander Zverev, il n'a pas hésité et qui n'a pas aux Jeux Olympiques. Alors il a passé le premier tour, mais au deuxième, il rencontre Novak Djokovic. Et là, pareil. Il s'est aperçu face à Novak Djokovic qu'il ne pouvait plus rivaliser. Et ça ne l'amuse plus de ne pas rivaliser avec ces joueurs-là. Alors il peut sûrement battre des joueurs du top 30, du top 20, mais arriver dans le top 10, ça devient de plus en plus compliqué. Et il ne veut pas salir son image, il ne veut pas écorner son image. Et on peut comprendre, aujourd'hui, il décide de prendre sa retraite et que c'est inutile de continuer. Ouais. Fabrice, allez, réaction, on en a encore avec le coach Tolé, Solal, pour terminer, on va revoir avec Juan Trocé. Oui, bonsoir, on vous Fabrice. Écoute, messieurs. J'avais une question concernant le tennis français. Déjà, on a sous nos yeux votre beau livre avec de superbes images. Ouais. Et donc, je vois la photo, bien sûr, de Richard Gasquet qui, lorsqu'il était jeune, était abattu, notamment Nadal. Qu'est-ce que... Oula. Oui. Quand il était très jeune. Ouais, il l'a battu quand même. Bon, il l'a battu en 6e. Il l'a battu, il était en 6e. Ouais. Il l'a battu, il était en 6e. Mais bon, il l'a battu quand même. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui manque véritablement au tennis français pour exceller, on va dire, au très haut niveau sur la durée? Qu'est-ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'allais dire, en fait, le problème, c'était quoi? C'est qu'en fait, il y a une formidable génération. Avec Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon. En fait, le problème pour ces joueurs-là, pour ces joueurs français, c'est qu'il y avait Federer, Nadal et Djokovic. Parce que s'ils n'avaient pas existé, croyez-moi qu'un Tsonga ou qu'un Gasquet aurait très bien pu gagner un tournoi du Grand Chelem. Ils ont été demi-finalistes en Grand Chelem. Je suis d'accord. Et Tsonga a même été finaliste en Grand Chelem en 2008 à l'Open d'Australie, mais là, il avait été battu par Novak Djokovic. On a eu une génération exceptionnelle. Alors, on s'est souvent moqué de ces joueurs-là, de ces joueurs français. On se disait, ça y est, le Français a encore battu, les Français ont encore été battus, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte maintenant qu'ils ont terminé leur carrière. Progressivement, il reste encore Gaël Monfils, mais Richard Gasquet va terminer à Roland Garros l'année prochaine. Ouais. On s'aperçoit en fait qu'on avait une génération exceptionnelle. Incroyable. Mais celui qui avait le plus gros... Mais malheureusement... Ouais. Oui. Fabrice, celui qui avait le plus gros potentiel, c'est Gaël Monfils. C'est mon fils, ouais. C'est Gaël Monfils. Le plus talent. Après, non, ils sont chacun des qualités différentes. Le plus talentueux de tous, c'est Richard Gasquet, indiscutablement. Mais après, un Joe Wilfried Tsonga était tout à fait capable de remporter un tournoi du Grand Chelem. Un Gaël Monfils, c'est un showman. Maintenant. Ouais, exactement, c'est un showman. Mais il a mal été géré. Le problème, c'est qu'il faut durer. Il faut confirmer toutes les semaines. Et ça, les Français n'ont pas réussi à le faire. Malheureusement. Alors, et maintenant qu'ils arrêtent, on s'aperçoit que ces quatre-là, c'était l'arbre qui cachait le désert. Fabrice, rapidement. C'est un petit peu dommage. On a deux petites... Il ne faut pas être pessimiste.
Et il faut y croire. Enthousiaste et il faut y croire. Bien sûr, il faut y croire. Solal, allez, une réaction et on termine avec Juan Trocé, avec notre invité Fabrice Abgral. Oui, bonjour Fabrice. Alors on a parlé de Nadal, Djoko, le Six King Slam, ça doit vous dire quelque chose. On parlait de retraite de Nadal. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, l'Arabie Saoudite investit dans le tennis et souhaite faire un espèce de tournoi entre les raquettes d'or, carrément. Les Master 6, si je peux dire. Bon, rapidement en termes de rémunération, ils sont payés 1,5 million. C'est l'équivalent de la somme qui est versée aux finalistes de Roland Garros à 1,5 million. Le gagnant, je crois, gagnerait la maudite somme de quelques pièces de 10 centimes et 6 millions d'euros. Et je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que c'est réaliste de voir Nadal disputer ce tournoi prochainement? Il l'a joué. Ouais. Il l'a joué. C'était ce week-end. C'est ça. C'était ce week-end. Avec Alcaraz notamment. Il l'a joué ce week-end. Alors, il était qualifié d'office pour les demi-finales, comme Novak Djokovic. C'est-à-dire que les 6 qui étaient là, ils ont mis le pied en Arabie Saoudite. Ils ont tous fait, rien qu'en mettant le pied, 1,5 million. 1,5 million de dollars. Rien qu'en mettant le pied. C'est-à-dire qu'on leur a donné tout de suite un chèque. Après, le vainqueur touchait 6 millions. C'est indécent. C'est indécent. C'est 2 à 3 fois plus que les grands chelems. C'est impossible. Et ne disputait que 2, voire 3 matchs. Ouais. C'est complètement dingue. Alors que pour gagner un grand chelem, on gagne un grand chelem, allez, grosso modo, c'est 3 millions. Allez, on va arrondir. Ouais. C'est 3 millions pour le vainqueur. Là, il gagnait 2 fois plus en Arabie Saoudite, mais c'est indécent. Mais en fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer, c'est que l'Arabie Saoudite a une telle puissance financière qu'aujourd'hui, il pourrait très bien créer un circuit parallèle comme ils l'ont fait avec le golf. Ouais, carrément. Donc, ce qui se passe, c'est que l'ATP a senti le danger. Oui. Donc, ils ont demandé à l'Arabie Saoudite de travailler avec eux. Voilà. C'est un peu pour réguler, quoi. Comme ça, ils ont la certitude en 2027 d'avoir un Masters 1000. Voilà. Et comme ça, ils se les mettent dans la poche. Et puis, il n'y aura pas de circuit parallèle parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils pourraient vraiment créer un circuit parallèle en ramenant, évidemment, Fabrice, tous les joueurs les plus importants qui gagneraient cette fois 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagnent actuellement en Fabrice, c'est un peu la même chose avec le football et les Super League et tout ce qui va avec. Dernière réaction, rapidement, avant de nous quitter, Fabrice. Avec juste une question que vous avez déjà abordée, qu'on vient d'aborder, c'est la question de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On sait que Rafael Nadal a la Rafael Nadal Academy, qu'il a investi dans des hôtels, dans des restaurants et dans d'autres affaires. Quel va être l'avenir, le futur proche de Rafael Nadal après le tennis? Va-t-il continuer en lien avec le tennis à travers la Rafael Nadal Academy? Va-t-il faire d'autres choses? Que va-t-il faire? Sincèrement, il va rester dans le tennis. Il va rester dans le tennis. Il a créé cette académie. Il en a une en Espagne, il en a une autre en Turquie ou en Grèce, je sais plus. Enfin, il a créé une autre académie. Enfin, il va rester dans le tennis. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est aussi maintenant d'aider maintenant les jeunes espagnols, voire d'autres joueurs étrangers, parce qu'il y a des joueurs étrangers aussi qui vont dans cette académie. Il va évidemment leur donner des conseils, il va leur faire partager son expérience, et évidemment il va les aider à percer au plus haut niveau. Il sera toujours dans le tennis, Rafael Nadal. Après, on pourra le voir dans des exhibitions, on pourra le voir dans des tournois des légendes, mais il sera toujours dans le tennis. Et vous savez, le plus important pour Rafael Nadal, c'est d'être sur son île, à Majorque, d'aller à la pêche avec ses copains, parce que c'est quelqu'un de très très simple. Et puis je vous le dis, un jour, il sera peut-être même, retenez bien, président du Real Madrid. Président du Real Madrid. Alors, on le retient. Oui. Il avait joué. Son oncle était FC Barcelone. C'est ça, FC Barcelone. Un grand merci à Fabrice Abgral qui a été avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM, originaire du groupe France, Radio France. Voilà, il intervient quelquefois aussi régulièrement, ce monsieur tennis, sur les antennes de nos confrères de France Inter ou entre autres France Info et France Bleu. Là aussi, avec ce magnifique livre, Rafael Nadal, le plus grand de tous les temps, coécrit avec François Thomazeau, qu'on salue aussi par la même occasion, journaliste sport. Voilà, et un grand merci à vous, Fabrice, et à très vite, on l'espère. Merci à vous. Merci.